Siège du commissariat du Hadj dans la commune de Cocody. À l'intérieur de la salle de conférence, les journalistes réunis autour du commissaire du Hadj, l'imam Bachir Ouattara. Au centre des discussions, la nouvelle mesure prise par les autorités saoudiennes pour le pèlerinage à la Mecque, édition 2018. Il s'agit de la prise des empreintes digitales des candidats au Hadj 2018, une exigence des autorités saoudiennes pour tous les candidats au Hadj 2018. Pour avoir le visa, il faut forcément passer par là. Pour le premier responsable du Hadj, cette nouvelle opération va faciliter aux pèlerins ivoiriens l'entrée sur le territoire saoudien. Si on fait ce premier enrôlement, dès que le pèlerin arrive en Arabie Saoudite, il dépose son index, automatiquement toutes ces informations apparaissent. En moins de 5 minutes, les gens vont passer, ça va faciliter le travail. Au cours de cette conférence, l'imam Bachir Ouattara a annoncé que les candidats au Hadj 2018 seront convoqués selon le calendrier suivant. Du 16 au 30 juin 2018, les pèlerins des communes du district d'Abidjan. Du 2 au 12 juillet 2018, ceux de l'intérieur du pays. Objectif, prendre l'empreinte digitale de tous les candidats au Hadj en vue de respecter et mettre en pratique la décision prise par les autorités de l'Arabie Saoudite. Selon les responsables du commissariat du Hadj, le premier départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite aura lieu le jeudi 26 juillet 2018. Nous nous excusons donc pour ce petit désagrément de début de journal. Vous l'avez remarqué, nous parlions du premier départ pour le Hadj 2018 qui aura lieu le jeudi 26 juillet prochain. Un drame s'est produit en fin de matinée hier à Yamoussoukro. Un immeuble de type R+4 en construction s'est effondré. Des travailleurs du chantier, une quinzaine au total, étaient encore bloqués sous les décombres au moment où nous réalisions ce reportage. Des personnes secourues ont pu être évacuées au CHR de Yamoussoukro. Le reportage est signé Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Yamoussoukro, quartier millionnaire, voici ce qui reste d'un immeuble de type R+4 en construction. Une propriété privée qui devrait servir de réceptif hôtelier. Un des travailleurs du chantier, sauvé de justesse, apporte son témoignage sur l'effondrement. Donc moi j'ai dit je vais sortir pour aller manger. Donc sortant du bâtiment, c'est descendu. On avait les électriciens qui étaient là, on avait même les maçons, les aides. On avait beaucoup d'hommes qui étaient sur ce chantier. Ils étaient venus pour renforcer le bâtiment, puisque le bâtiment c'était trop énorme pour la charge et les poteaux qui étaient là. Sur la trentaine de travailleurs qui étaient sur les chantiers, 15 sont encore bloqués sous les décombres. Les cris de détresse de certains d'entre eux sous les gravats parviennent jusqu'à l'extérieur. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour les secourir. Nous sommes actuellement en cours d'extraction des 3 autres. Nous cherchons toujours un tunnel pour pouvoir atteindre les différentes poches de suivi dans lesquelles les victimes sont encore bloquées. Bon, pour le moment, nous faisons un enlèvement sélectionné des décombres, c'est-à-dire nous sélectionnons les décombres où il y a les victimes. À l'issue, on va procéder à un enlèvement généralisé pour pouvoir voir la structure complète du bâtiment et enlever les autres victimes qui sont en dessous. Quelque chose est prévu pour la nuit? Oui. Des moyens d'éclairage et d'autres outils pour tout ce qui est le forçage, la découpe des morceaux de béton sont en cours d'acheminement. Les secours continuent. Je signale que les opérations de secours ont été interrompues à 2 h du matin. Elles reprendront tout à l'heure et la mauvaise nouvelle, c'est que 2 personnes ont déjà été retrouvées mortes. L'Organisation mondiale de la santé organise un atelier sur l'impact du vaccin anti-rotavirus, un vaccin contre la diarrhée des enfants de 0 à moins de 5 ans. Un vaccin utilisé par 12 pays en Afrique sur 32. L'objectif est d'amener le maximum de pays à l'utiliser pour faire baisser le taux de mortalité infantile. L'atelier a réuni 14 pays africains, dont bien sûr la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Rwanda, le Burkina Faso. C'était donc mercredi dernier, ici même à Cocody, à Mississauga. 215 000, c'est le nombre d'enfants de 0 à moins de 5 ans qui décèdent de la diarrhée chaque année dans le monde. Selon l'OMS qui donne ces chiffres, ces décès interviennent pour plus de la moitié en Afrique subsaharienne du fait du rotavirus. Le virus est à la base de 38% des cas de maladies diarrhéiques des enfants en Côte d'Ivoire.
En 2009, pour protéger les enfants, l'OMS introduit donc le vaccin contre la diarrhée, l'antirotavirus, en Afrique. C'est un virus qu'on peut contracter parce qu'on a les mains sales. Il n'y a pas de thérapeutique en tant que tel. Vous allez prendre des antibiotiques, mais l'enfant va continuer à faire la diarrhée. C'est pourquoi il est recommandé de donner le vaccin qui va protéger les enfants contre cette affection. 12 pays en Afrique sur 32 utilisent déjà le vaccin anti-rotavirus, dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'heure est au partage d'expériences sur l'impact, l'efficacité et l'innocuité de ce vaccin. 14 pays, entre autres la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda et le Bénin sont réunis à cet effet. Le vaccin anti-rotavirus en Afrique pose toujours des problèmes parce que nous avons beaucoup de choses qui circulent. Nous avons des infections avec les sources animales, nous avons la malnutrition. Donc il y a un ensemble de données qui fait que le vaccin n'est pas aussi, je ne dirais pas efficace, mais ne rencontre pas les mêmes problèmes que dans les pays européens. Donc c'est pourquoi chaque fois il faut discuter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer en fait le vaccin. Le vaccin anti-rotavirus est un vaccin oral. Ce vaccin contre la diarrhée est destiné aux enfants de 0 à moins de 5 ans. Il a été introduit en Côte d'Ivoire en 2017. Sa couverture vaccinale est de 80% selon le programme élargi de vaccination. Vous allez le voir, ils ont entre 6 et 15 ans. Ils sont issus de familles nécessiteuses. Nous sommes au Bénin. On les appelle les Vidomégons. Ce sont des enfants de campagne confiés par leurs parents à des tuteurs nantis en contrepartie d'une rémunération et d'une éducation pour ces enfants. Pourtant, la médaille a bien un revers que vous allez découvrir, la réalité. Et ces enfants se retrouvent à la merci des tuteurs comme main d'œuvre bon marché. C'est un dossier signé Salima Toudia et Christelle Trazier-Menant. Les jours se ressemblent pour Pélagie. Tous les matins, elle arpente les ruelles du marché d'Antopa de Cotonou à la recherche d'une clientèle pour écouler sa marchandise. Un commerce qu'elle exerce pour sa tutrice depuis l'âge de 7 ans. Épuisée, Pélagie se réfugie à la baraque, un centre d'accueil où elle se sent en sécurité. Je vis avec elle depuis l'âge de 11 ans. Je travaille du matin au soir. Elle me menace si je n'écoule pas sa marchandise et me bat si je ne rembourse pas le manque à gagner. Pélagie est un enfant placé auprès d'un tiers. Au Bénin, on les appelle les Vidomégons. Comme Pélagie, elles sont plus d'une soixantaine à trouver refuge à la baraque. L'animatrice souhaite garder l'anonymat. Normalement, les profils qu'on rencontre, c'est les cas de maltraitance surtout et quelques cas de viol. Quand elles prennent les marchandises tôt le matin, elles circulent dans le marché, mais pour se reposer, elles déposent les marchandises devant les tutrices, on les chasse, on les lance des urines. Donc ici, c'est un lieu pour qu'elles puissent venir se reposer. Les jeunes filles âgées de 6 à 15 ans sont confiées à des personnes par leurs parents, le plus souvent nécessiteux. Ce confiage, comme on l'appelle au Bénin, se fait en échange de 10 à 20 000 francs par mois pour les parents et plus rarement d'une scolarisation pour les enfants. Mais les engagements ne sont pas toujours respectés. Employées de maison, pour le commerce, mal nourries, non scolarisées, ces petites filles sont exploitées et exposées aux violences physiques, psychologiques et même sexuelles. Une quinzaine d'enfants Vidomégons révisent à même le sol les cours d'alphabétisation et de gestion. Le lieu est tenu secret car les tutrices commerçantes s'opposent à leur scolarisation. Je vous avoue que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des fois, tu peux aller vers des parents qui vont te chasser. Maintenant, si l'enfant vient, on l'écoute. Nous les amenons à avoir le goût de la vie. On leur apprend qu'eux aussi ont des droits. Rares sont les filles qui atteignent le certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE. Au Bénin, 7 882 enfants, dont 78% de filles, déambulent dans les marchés de Cotonou. 46% ont moins de 14 ans, selon l'Institut national des statistiques et analyses économiques du pays. Aller à l'école, construire un avenir différent, c'est ce qui a poussé Émilie à la rue. À 9 ans, elle a fui la famille où sa mère l'a placée. Elle m'a placée au premier lieu. Je suis partie de chez la dame. De chez la dame, on est rentré. J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. En tout cas, déplacement sur placement chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Je lui ai dit non,
que j'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et qu'elle partait, moi je devais subir le coup que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie. Aujourd'hui âgée de 20 ans, Émilie est en classe de terminale. Comme elle, plusieurs filles placées bénéficient de formations professionnelles mises sur pied par les sœurs salésiennes de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, IFMA. Avec l'école alternative, une centaine d'enfants Vidomégon sont inscrits à un système d'études particulier. On accueille ces enfants pour leur donner une seconde chance de pouvoir aller à l'école et d'avoir le CEP en 3 ans, au lieu de 6 ans dans les écoles formelles. Comme pour rattraper le temps et devenir plus vite autonome. D'autres initiatives de particuliers existent pour venir en aide à ces filles. Ousmane, le tuteur de Zahara et Hassana, approuve ce combat pour l'autonomisation. Sur 3 ans, il envisage d'épargner pour ses filles afin de financer leur projet. S'il y a une qui décide qu'elle va aller dans l'apprentissage, je le mets dans l'apprentissage, je lui fais tout. Elle va avoir son atelier. Mais s'il y a une fille qui voulait du côté commercial, il n'y a pas de souci. Là, je vais lui donner de l'argent, ce qu'il faut, je vais lui donner. Ils vont faire 3 ans avec moi et le reste, c'est moi qui va s'en occuper. Le phénomène, détourné de son sens traditionnel de confiage à un parent aisé, est un réel business entre parents et tuteurs. Cette déviance traverse les frontières. Certains n'hésitent pas à céder leur progéniture à des intermédiaires qui les conduisent clandestinement dans des pays tels que le Nigeria, le Togo, le Gabon, le Congo-Brazzaville et même les Émirats arabes unis. Un réel trafic transfrontalier. Selon une étude réalisée en 2008, 40 000 enfants sont victimes de cette traite. Les chiffres interpellent les autorités et la situation inquiète l'UNICEF. Nous avons appuyé la Direction générale du travail pour l'élaboration d'une charte qui est assortie d'un protocole d'accord avec un plan d'action pour que les enfants ne soient pas exploités dans ces marchés. Le code de l'enfant prévoit des sanctions. Et ça va de simples amendes jusqu'à des peines de prison selon la gravité de la situation. Selon les accords que nous avons avec chaque pays, nous réussissons à faire revenir les enfants, à les réintégrer dans leur famille. Pour l'heure, la pratique reste une triste réalité et un cauchemar pour des milliers d'enfants africains. Pélagie, Émilie, Zahara et Hassana sont des noms empruntés afin de préserver leur identité. C'était un grand reportage signé Salimatou Dia et Christelle Trazier-Menant. Dans quelques heures, le coup d'envoi du mondial de football 2018 en Russie sera donné. La cérémonie a lieu dans le stade Loujniki à Moscou. Le match d'ouverture de la compétition oppose le pays hôte à l'Arabie Saoudite et des dizaines de milliers de supporters de tous horizons affluent dans le centre-ville de la capitale. Je rappelle que 5 nations représenteront le continent africain et le coup d'envoi c'est pour 14h30 tout à l'heure donc et bien sûr vous pourrez suivre cette messe du football sur les antennes du groupe RTI. Une extradition ou non, la justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé déchu Blaise Compaoré. Le Burkina Faso a émis un mandat d'arrêt contre François Compaoré, arrêté à Paris en octobre. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Finalement, la justice française a renvoyé sa décision au 3 octobre prochain. Et puis, entre Paris et Rome, le torchon brûle au cœur des tensions. L'Aquarius, le navire transportant 629 migrants. L'Italie a refusé que le bateau accoste sur ses côtes. Emmanuel Macron a dénoncé la part de cynisme et d'irresponsabilité de Rome. Le navire, lui, a pris la direction de l'Espagne et de Valence, mais la polémique ne retombe pas. Le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Rome. Nous allons terminer ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi 14 juin la fête de l'Aïd el-Fitr, fête du Ramadan marquant donc la fin du mois de jeûne. C'est ce qu'a annoncé le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Le croissant lunaire a été observé hier soir dans 3 localités du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.